Je me suis réveillé du coma et j'ai entendu mon fils dire. La vieille dame ira en maison de retraite dès qu'il sera mort. J'ai fait semblant de rester inconscient. Le lendemain, ils m'ont cherché à l'hôpital. Mais j'avais déjà disparu avec ma femme. Abandonné par ceux que j'ai élevés, j'ai tout vendu en silence et nous avons recommencé dans un autre pays. Je me suis réveillé du coma et j'ai entendu mon fils dire, la vieille ira en maison de retraite dès qu'il sera mort. J'ai fait semblant d'être toujours inconscient. Les machines continuaient de biper autour de moi, mais j'étais complètement réveillé. Chaque mot sortant de sa bouche était comme un coup direct à la poitrine, pas à mon cœur, car celui-ci était brisé depuis longtemps. C'était un coup porté à quelque chose de plus profond, à ma dignité, aux années de sacrifice, à tout ce que je pensais avoir construit. Mon fils. Mon propre fils. Le bébé que je tenais dans mes bras quand il pesait à peine plus de 3 kilos. Celui-là même à qui j'avais appris à faire du vélo dans le jardin de notre maison à Beverly Hills. Celui que j'avais emmené 3 fois à Disneyland parce qu'il adorait ça. Ce même homme se tenait maintenant près de mon lit d'hôpital, prévoyant de se débarrasser de sa mère comme on se débarrasse de vieux meubles. C'est pour le mieux, Sarah, dit-il à sa sœur. Tu sais comment est maman. Elle ne pourra pas vivre seule. La maison de retraite Belmont est bien. Il y a des jardins. Elle ne s'en rendra même pas compte. Sarah ne répondit pas tout de suite. Il y eut un silence qui me donna un espoir d'une seconde. Peut-être qu'elle, ma fille, la prunelle de mes yeux, dirait quelque chose. Peut-être qu'elle défendrait sa mère. Peut-être qu'elle se souviendrait de tout ce que nous avions fait pour eux. Et si papa se rétablit ? Demanda-t-elle enfin. Le médecin a dit que c'est un miracle qu'il soit encore en vie, répondit Robert. Et même s'il se réveille, tu sais qu'il ne sera plus le même. Il ne pourra pas travailler. Il ne pourra rien gérer. Il vaut mieux que nous prenions le contrôle maintenant. J'ai déjà parlé à l'avocat et... Voilà. La vérité. Il ne s'inquiétait pas de mon rétablissement. Il s'inquiétait de l'argent, des propriétés, des entreprises, de tout. Ce que j'avais mis 40 ans à construire. Je m'appelle Michael Sullivan. J'ai 57 ans, bien qu'en ce moment j'ai l'impression d'en avoir 90. Il y a 6 jours, j'ai eu un accident vasculaire cérébral lors d'une réunion de travail. Je me suis effondré devant tout le monde. Selon ce que les médecins m'ont dit plus tard, je ne me souviens de rien de ces premiers jours. Juste l'obscurité. Et puis, alors que je commençais à me réveiller, des voix. Des voix que je ne savais pas que j'entendais. Des voix qui révélaient qui étaient vraiment les personnes que j'aimais le plus au monde. Je suis né dans un quartier difficile du New Jersey. Mon père était mécanicien et ma mère vendait des hot-dogs dans un chariot devant notre maison. Nous n'avions rien. Enfin, nous avions de l'amour. Nous avions de la dignité. Nous avions la volonté de nous en sortir. Mais de l'argent, nous n'en avions pas. J'ai été le premier de ma famille à finir le lycée, le premier à aller à l'université. J'ai étudié le génie civil dans une université d'État, travaillant le jour et étudiant la nuit. Je dormais 4 heures, parfois 3, mais je ne me suis jamais plaint. Je savais que l'éducation était la seule issue. J'ai rencontré Béatrice quand j'avais 23 ans. Elle travaillait à la bibliothèque de l'université. Elle était belle, mais pas de cette beauté artificielle qu'on voit tant aujourd'hui. Elle était vraiment belle. Elle avait un sourire qui illuminait n'importe quelle pièce. Et quand elle me souriait, j'avais l'impression de pouvoir conquérir le monde. Nous nous sommes mariés 6 mois après notre rencontre. Nous n'avions pas d'argent pour un grand mariage. Nous nous sommes mariés au palais de justice avec seulement nos parents comme témoins. La fête a eu lieu chez ma belle-mère avec du chili et de la bière. C'était le plus beau jour de ma vie. Béatrice a toujours cru en moi. Quand tout le monde me disait que j'étais fou de vouloir créer ma propre entreprise de construction, elle m'a soutenu. Quand nous passions des mois sans un seul contrat et que nous devions manger des haricots et des tortillas tous les jours, elle ne s'est jamais plainte. Quand j'ai dû mettre en gage son alliance pour payer le salaire de mes 3 employés, elle m'a serré dans ses bras et a dit, « Nous la récupérerons, mon amour. Tu verras. » Et nous l'avons récupérée. Nous avons récupéré l'alliance. Et bien plus encore. En 10 ans, mon entreprise de construction est passée de 3 à 120 employés. Nous avons construit des lotissements, des immeubles de bureaux, des centres commerciaux. Nous sommes devenus l'un des entrepreneurs les plus fiables de la région. L'argent a commencé à affluer.
D'abord un peu, puis comme une avalanche. Nous avons acheté notre première maison à Beverly Hills quand j'avais 35 ans. 5 chambres, un jardin et une piscine. Béatrice a pleuré quand je lui ai donné les clés. C'est à nous, a-t-elle demandé. Entièrement à nous, ai-je répondu. Et cette nuit-là, nous avons fait l'amour comme si nous étions encore ces étudiants fauchés rêvant d'un avenir meilleur. Robert est né 1 an plus tard. Sarah est arrivée 2 ans après. Ce furent les années les plus heureuses de notre vie. Je travaillais beaucoup. C'est vrai. Je rentrais souvent tard. J'ai manqué beaucoup de pièces de théâtre de l'école et de matchs de football de Robert, mais je faisais tout ça pour eux, pour leur donner ce que je n'avais jamais eu, pour qu'ils n'aient pas à lutter comme moi. Je leur ai tout donné. Les écoles privées les plus chères de la ville. Des cours d'anglais, de français et de musique. Des voyages en Europe chaque été. Robert a étudié l'administration des affaires au MIT. Sarah a étudié le design de mode à New York. Je lui ai acheté un appartement à Manhattan pour qu'elle n'ait à le partager avec personne. Quand Robert a obtenu son diplôme, je l'ai fait entrer dans l'entreprise. Je lui ai donné un poste de direction dès le début. Je voulais qu'il apprenne le métier de l'intérieur. Je voulais qu'il reprenne les rênes un jour, pour continuer ce que j'avais commencé. Mais Robert n'avait pas ma faim. Il n'avait pas ma détermination. Pour lui, tout avait été facile. Il n'avait jamais eu à s'inquiéter de l'argent. Il n'avait jamais eu à passer des nuits blanches à se demander s'il pourrait payer les factures. L'argent était simplement toujours là. Et quand on n'a jamais eu à se battre pour quelque chose, on n'en comprend pas la vraie valeur. Il a commencé à arriver en retard aux réunions, à annuler des rendez-vous importants, à signer des contrats sans les lire correctement. J'ai dû intervenir plusieurs fois pour réparer ses erreurs, mais je ne l'ai jamais réprimandé sévèrement. C'était mon fils. Je pensais qu'il mûrirait avec le temps, qu'il trouverait son chemin. Sarah a épousé un architecte espagnol qu'elle a rencontré à New York, Daniel. Un type élégant, bien élevé, de bonnes manières. Je l'ai bien aimé au début. Il semblait être un homme sérieux et responsable. Mais j'ai ensuite réalisé qu'il n'était intéressé que par l'argent de ma fille. Enfin, mon argent, pour être honnête. Quand ils se sont mariés, je leur ai acheté une maison dans les collines d'Hollywood. 3 étages, 6 chambres, une salle de sport, une cave à vin. J'ai aussi donné à Sarah une participation de 20% dans l'une de mes entreprises pour qu'elle ait son propre revenu. Je voulais qu'elle soit indépendante, qu'elle n'ait jamais à dépendre de personne. Mais l'argent facile corrompt, et je leur ai donné trop d'argent, trop vite. Robert a acheté une Porsche, puis une Bentley. Il a commencé à fréquenter des boîtes de nuit exclusives, à s'envoler pour Las Vegas chaque mois, gaspillant de l'argent dans des choses inutiles. Je le mettais en garde, mais il disait simplement « Je profite de la vie, papa. » C'est pour ça qu'on travaille, non? Non, je ne travaillais pas pour ça. Je travaillais pour construire quelque chose de solide, pour laisser un héritage, pour m'assurer que mes enfants et mes petits-enfants ne connaîtraient jamais les difficultés. Mais ils ne le voyaient pas de cette façon. Pour eux, l'argent était infini, comme un robinet qui ne se ferme jamais. Béatrice l'a vu. Elle me le disait la nuit, quand nous étions seuls dans notre chambre. Michael, tu les gâtes. Ils n'accordent de valeur à rien. Et je répondais, je leur donne ce que je n'ai jamais eu. Qu'y a-t-il de mal à ça? Ce qui est mal, c'est qu'ils n'apprennent pas ce qui compte vraiment dans la vie, disait-elle. Et comme toujours, ma Béatrice avait raison. Il y a 2 ans, j'ai commencé à remarquer des changements dans l'attitude de mes enfants. De petits détails au début. Robert a cessé de venir le dimanche. Il venait dîner tous les dimanches, religieusement. C'était une tradition familiale. Mais soudain, il a commencé à annuler. J'ai un engagement, papa. Quelque chose est survenu à la dernière minute. La semaine prochaine, c'est sûr. Sarah s'est aussi éloignée. Elle ne m'appelait plus comme avant. Elle m'appelait 3 ou 4 fois par semaine juste pour discuter, me raconter sa journée, me demander conseil. Mais ces appels sont devenus de plus en plus espacés. Et quand nous parlions, il y avait toujours une précipitation dans sa voix, comme si elle ne faisait que cocher une case. Ils sont occupés, me disait Béatrice, essayant de me consoler. Ils ont leur propre famille maintenant, leur propre vie. C'est normal. Mais je savais que ce n'était pas normal. Un enfant occupé est une chose.
Un enfant qui vous évite en est une autre. Puis les demandes d'argent ont commencé. Robert voulait que je lui prête 2 millions de dollars pour un investissement, sûr, qui ne s'est jamais concrétisé. Sarah avait besoin de 500 000 dollars pour rénover sa maison, même si la maison était parfaite. Je leur ai donné l'argent les premières fois sans poser de questions. C'étaient mes enfants. Quel père refuse d'aider ses enfants? Mais les demandes n'ont jamais cessé, et ils n'ont jamais remboursé un seul dollar. Il y a 6 mois, j'ai découvert que Robert avait utilisé mon nom pour obtenir un prêt de 5 millions de dollars. Il avait imité ma signature sur les documents. Quand je l'ai confronté, il n'a montré aucun remords. J'allais te le dire, papa, mais je savais que tu en ferais toute une histoire. J'avais besoin de l'argent de toute urgence. Pourquoi en avais-tu besoin? Pour payer des dettes. Quelle dette, Robert? Il n'a pas répondu. Il m'a juste regardé avec ses yeux froids que je ne reconnaissais plus. Quand mon fils était-il devenu cet étranger? Béatrice était dévastée. Elle pleurait la nuit. Que avons-nous fait de mal, Michael? Quand avons-nous perdu nos enfants? Je n'avais pas de réponse pour elle. Je ne pouvais que la serrer dans mes bras et ressentir la même douleur qu'elle. La douleur d'un père qui donne tout et ne reçoit que de l'indifférence en retour. Puis c'est arrivé. L'AVC, comme l'appellent les médecins. J'étais en réunion avec des investisseurs japonais. Nous étions en train de conclure un contrat majeur. Soudain, j'ai ressenti une douleur aiguë à la tête, comme si on m'avait poignardé avec un couteau. Mes mots ont commencé à s'embrouiller. Mon bras gauche s'est engourdi. Monsieur Sullivan, ai-je entendu quelqu'un demander? Est-ce que ça va? Je ne pouvais pas répondre. Je suis tombé par terre et puis, l'obscurité. Je ne sais pas combien de temps je suis resté inconscient. Les médecins disent que c'était 6 jours. 6 jours dans le coma. 6 jours pendant lesquels mon cerveau s'est battu pour survivre. 6 jours pendant lesquels ma famille se battait pour quelque chose de très différent. Je me suis réveillé lentement. D'abord, des sensations. Le son des machines, l'odeur de l'hôpital, le lit inconfortable. Puis sont venues les voix. Distantes au début, puis plus claires. Et puis je les ai entendues. Robert et Sarah, mes enfants, mes 2 seuls enfants, planifiant mon avenir et celui de leur mère comme si nous étions des objets, comme si nous étions un problème à résoudre. J'ai déjà parlé à un avocat, a dit Robert. Nous pouvons obtenir une procuration pendant que papa est incapable. De cette façon, nous pouvons prendre des décisions sur les entreprises et les propriétés. Et s'il se réveille et s'y oppose, a demandé Sarah. Le médecin a dit que même s'il se réveille, il aura des séquelles. Il ne pourra probablement pas bien parler ou bouger. Il aura besoin de soins 24 heures sur 24. Alors nous devrons engager des infirmières. Bien sûr, mais pour papa, pas pour maman. Elle ira en maison de retraite. Ces mots m'ont transpercé comme une balle. Elle ira en maison de retraite. Béatrice, ma femme. La femme qui avait été à mes côtés pendant 34 ans. La femme qui m'a soutenu quand nous n'avions rien. La femme qui a sacrifié ses propres rêves pour que je puisse poursuivre les miens. La femme qui a élevé ses 2 enfants ingrats qui prévoyaient maintenant de l'enfermer dans une maison de retraite. J'ai voulu crier. J'ai voulu ouvrir les yeux et les affronter sur le champ. Mais quelque chose m'a arrêté. Une voix intérieure m'a dit, « Attends, écoute. Tu dois connaître toute la vérité. » Et j'ai continué à écouter. La maison de retraite Belmont coûte 10 000 dollars par mois, a poursuivi Robert. C'est cher, mais les installations sont bonnes, et surtout, c'est loin. Elle ne sera pas là pour nous déranger ou poser des questions sur les affaires ou l'argent. Tu penses que maman sera d'accord, a demandé Sarah. Robert a eu un rire amer. Maman n'a pas à être d'accord. Quand papa ne sera plus là, c'est nous qui prendrons les décisions. Elle n'a rien à son nom. Tout est au nom de papa. C'était vrai. Une erreur que je comprenais maintenant clairement. Toutes les propriétés, toutes les entreprises, tous les comptes bancaires étaient à mon nom. Je pensais protéger Béatrice, que si quelque chose m'arrivait, les enfants prendraient soin d'elle. Je n'aurais jamais imaginé que ce serait eux qui la trahiraient. Que faisons-nous des propriétés, a demandé Sarah. Nous vendons la maison de Beverly Hills. Elle vaut au moins 50 millions. Les appartements en location, nous les gardons comme investissement.
Et les actions de l'entreprise, nous les partageons entre nous. Daniel dit que nous devrions vendre toute l'entreprise de construction, a interrompu Sarah. Il dit que nous pourrions obtenir quelques centaines de millions si nous la vendons à une entreprise espagnole intéressée. Daniel, bien sûr, l'architecte espagnol, celui qui semblait si poli et respectueux. Il s'est avéré qu'il était le cerveau derrière tout ça. Pas une mauvaise idée, a répondu Robert. Avec cet argent, nous pourrions investir dans quelque chose de plus rentable. La construction n'est plus ce qu'elle était. Il parlait de détruire ce que j'avais mis 40 ans à construire, de vendre mon entreprise comme de la ferraille, de se partager l'argent et de disparaître. Et le pire de tout, il parlait d'abandonner leur mère. J'ai gardé les yeux fermés. Le moniteur cardiaque montrait que mon cœur battait normalement. L'appareil de pression artérielle affichait des chiffres stables. Pour tout le monde, j'étais toujours dans le coma. Mais à l'intérieur, j'étais complètement réveillé, totalement conscient et complètement brisé. Ils ont parlé encore quelques minutes. Des détails sur les avocats, les procurations, les comptes bancaires. Ils avaient tout planifié. Ils avaient tout coordonné. Ils n'attendaient qu'une chose, que je disparaisse. Et où est maman maintenant, a soudainement demandé Sarah. Elle est rentrée à la maison pour se changer. Je lui ai dit de prendre son temps, que je resterai ici pour veiller sur papa. Un autre coup de poignard. Robert n'était pas là pour me veiller. Il était là pour me surveiller, attendant comme un vautour que sa proie meure enfin. Bon, je pars, a dit Sarah. Je dois aller chercher les enfants à l'école. Préviens-moi si quelque chose change. Bien sûr, mais je doute que quelque chose se produise. Le médecin a dit qu'il pourrait rester comme ça pendant des semaines, voire des mois. J'ai entendu les pas de Sarah s'éloigner. La porte s'est ouverte et s'est fermée. Robert est resté seul avec moi. J'ai senti sa présence tout près. Il s'est approché du lit. Pendant un instant, j'ai cru qu'il allait faire quelque chose. Je ne sais pas quoi. Mais j'ai eu peur. Une vraie peur. J'aurais aimé que ce soit rapide, le vieux, les jeux entendus marmonner. Ça devient compliqué et cher. Chaque jour dans cet hôpital coûte une fortune. Puis il s'est éloigné. Je l'ai entendu s'asseoir sur la chaise près de la fenêtre, le son de son téléphone. Il envoyait des messages, planifiant probablement d'autres choses, d'autres trahisons. Je suis resté là, immobile, pendant des heures. Robert s'est endormi à un moment donné. Je pouvais l'entendre ronfler. Et moi, les yeux fermés, je pensais, je planifiais. Pour la première fois en 6 jours, mon esprit était d'une clarté cristalline. Je n'allais pas les laisser me faire ça. Je n'allais pas les laisser faire ça à Béatrice. Nous avions travaillé trop dur. Nous avions trop sacrifié. Et nous n'allions pas finir nos jours séparés. Elle dans une maison de retraite et moi dans un lit d'hôpital pendant que nos enfants gaspillaient tout ce que nous avions construit. Mais j'avais besoin d'un plan, et il fallait que Béatrice le sache. La nuit est tombée sur l'hôpital. Robert était toujours là, somnolent sur la chaise, se réveillant de temps en temps pour vérifier son téléphone. Je suis resté immobile, les yeux fermés, mais mon esprit tournait à plein régime. Je devais contacter Béatrice. C'était urgent. Mais comment? Je ne pouvais pas bouger sans que Robert ne le remarque. Je ne pouvais pas parler. Les infirmières entraient toutes les 2 heures pour vérifier mes signes vitaux, mais Robert était toujours présent. Il n'y avait aucun moyen de faire passer un message. Puis, vers 23 heures, j'ai entendu des pas différents, plus légers, familiers. « Bonsoir », a dit une voix douce. C'était l'infirmière, Linda, celle qui s'était occupée de moi les premiers jours. Une femme plus âgée, peut-être dans la soixantaine, avec des mains chaudes et une voix maternelle. Je l'avais appréciée dès le début, même si je n'étais pas conscient à ce moment-là pour le lui dire. « Bonsoir », répondit Robert d'une voix endormie. « Comment va mon père ? » « Il est stable », répondit-elle. « Je vais juste le vérifier. »« Pourquoi n'allez-vous pas prendre un café ? Vous devez être épuisé d'être ici toute la journée. »« Je vais bien », répondit Robert. « J'insiste, » dit fermement Linda. « Vous devez vous vider la tête. La cafétéria est au 2e étage. Elle est ouverte toute la nuit. Prenez 15 minutes. Je resterai avec votre père. » Il y eut une pause. Robert hésita. « D'accord, dit-il finalement,
15 minutes. J'ai entendu ses pas s'estomper. La porte s'est fermée. Et puis j'ai senti la main de Linda sur mon front. Il est parti, a-t-elle murmuré. Vous pouvez ouvrir les yeux, monsieur Sullivan. Mon cœur a fait un bond. Comment savait-elle? J'ai lentement ouvert les yeux. Linda me regardait avec un sourire triste. Je le savais depuis hier après-midi, dit-elle doucement. Je travaille en soins intensifs depuis 30 ans. Je sais reconnaître quand un patient se réveille et quand il est réveillé et fait semblant. Les mouvements de vos yeux sous vos paupières vous ont trahi. J'ai essayé de parler, mais ma voix est sortie rauque, faible. Ma femme? Je sais, a dit Linda. J'ai entendu vos enfants cet après-midi. C'est pour ça que j'ai envoyé ce jeune homme prendre un café. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Je dois parler à Béatrice, ai-je réussi à dire. Linda a sorti son téléphone portable. Quel est son numéro? Je le lui ai dit. C'était difficile de prononcer les chiffres, mais je l'ai fait. Elle a composé et mis le téléphone sur haut-parleur, à faible volume. 3 sonneries. 4. 5. Allô? La voix de Béatrice a répondu. Elle semblait fatiguée, brisée. Madame Sullivan, demanda Linda. C'est Linda, l'infirmière de votre mari. Je voudrais que vous veniez à l'hôpital immédiatement. Et venez seul. C'est urgent. Très urgent. Que s'est-il passé? Michael va bien? Votre mari va parfaitement bien, dit Linda en me regardant. Mieux que vous ne pouvez l'imaginer. Mais je veux que vous veniez maintenant. Et s'il vous plaît, ne le dites à personne. Pas à une âme. Vous comprenez? Il y eut un silence à l'autre bout du fil. Je comprends, répondit Béatrice. Sa voix avait changé. Elle avait perçu quelque chose dans le ton de Linda. Je serai là dans 20 minutes. Linda a raccroché. Votre fils sera de retour d'une minute à l'autre. Vous devez continuer à faire semblant. Pouvez-vous le faire? J'ai hoché la tête. Bien. Quand votre femme arrivera, je la laisserai entrer. Votre fils sera probablement là, mais j'inventerai quelque chose pour le faire sortir de la chambre quelques minutes. Profitez de ce temps. Merci, ai-je réussi à murmurer. Elle m'a serré la main. J'ai vu beaucoup de choses laides dans cet hôpital, monsieur Sullivan. Des familles qui se battent pour des héritages alors que le patient respire encore. Des enfants qui abandonnent leurs parents. Mais ce que j'ai entendu aujourd'hui, c'était particulièrement cruel. Vous et votre femme ne méritez pas ça. J'ai fermé les yeux juste au moment où la porte s'ouvrait. Robert était de retour. Comment va-t-il? Demanda-t-il. Pareil, répondit Linda professionnellement. Pas de changement, mais ses signes vitaux sont bons. Son corps réagit bien au traitement. Combien de temps pensez-vous qu'il restera comme ça? C'est impossible à savoir. Il pourrait se réveiller demain comme cela pourrait prendre des semaines. Le cerveau est imprévisible. Robert soupira, un soupir de frustration. Pas d'inquiétude. C'était clair. Linda a fini de me vérifier et a quitté la chambre. Les 20 minutes suivantes furent les plus longues de ma vie. J'écoutais Robert taper sur son téléphone, marmonnant de temps en temps, probablement en coordination avec Daniel ou Sarah. Puis j'ai entendu des voix à l'extérieur. L'une d'elles était celle de Béatrice. Bonsoir. Je viens voir mon mari. La porte s'est ouverte. Béatrice est entrée. Je pouvais sentir son parfum. Le même parfum qu'elle portait depuis que je l'avais rencontrée. Lavande et vanille. L'odeur de ma maison. Maman, dit Robert. Qu'est-ce que tu fais ici si tard? Je ne pouvais pas dormir, dit-elle. J'avais besoin de le voir. Elle s'est approchée de mon lit. J'ai senti sa main prendre la mienne. Elle tremblait. Y a-t-il eu un changement, a-t-elle demandé. Non, répondit Robert. Il est pareil. Juste à ce moment-là, Linda est revenue. Excusez-moi, dit-elle. Monsieur Robert, pourriez-vous venir avec moi un instant? J'ai besoin que vous signiez des documents au poste des infirmières. C'est à propos de l'assurance et des frais de traitement. Ça ne peut pas attendre demain. J'ai bien peur que non. Ce sont des procédures administratives qui doivent être réglées ce soir.
Ça ne prendra pas plus de 5 minutes. Robert se leva à contre-cœur. D'accord. Je reviens tout de suite, maman. Il est parti avec Linda. La porte s'est fermée. J'ai immédiatement ouvert les yeux. Michael, halta Béatrice. Des larmes coulaient sur ses joues. Oh mon Dieu, tu es réveillé. J'ai fini. Écoute, mon amour, nous avons très peu de temps. J'ai besoin que tu m'écoutes attentivement. Elle me regarda, effrayée et confuse, mais elle hocha la tête. Je les ai entendus, dis-je. Robert et Sarah, j'ai tout entendu. Je sais ce qu'ils prévoient de faire de toi. La maison de retraite, vendre tout. Tout. Béatrice porta une main à sa bouche. Je savais que quelque chose n'allait pas. Mais je pensais. Il n'y a pas de temps pour ça maintenant, les jeux interrompus. J'ai besoin que tu fasses exactement ce que je vais te dire. Tu m'entends? Exactement. Elle hocha la tête, essuyant ses larmes. Premièrement, ne dis à personne que je suis réveillée. Personne. Ni les médecins, ni les autres infirmières. Seulement Linda. Elle est de notre côté. Pourquoi? Parce que j'ai besoin de temps. De temps pour planifier. S'ils savent que je suis conscient, ils accéléreront leur plan. Ils essaieront de me faire signer des papiers. Ils trouveront des médecins pour dire que je ne suis pas mentalement compétent. Je sais comment ça marche, Béatrice. J'ai vu des cas similaires avec d'autres hommes d'affaires. Elle hocha la tête, tremblant toujours. Deuxièmement, demain matin, va à la banque, la succursale Tché sur Park Avenue. Demande Monsieur Vial. C'est le directeur. Dis-lui que je t'envoie. Tu as besoin d'accéder au coffre-fort. Qu'y a-t-il dans le coffre-fort? Des documents importants, des contrats, des titres de propriété et de l'argent liquide. Beaucoup d'argent liquide. Il y a environ 5 millions de dollars en billets. Les yeux de Béatrice s'écarquillèrent. C'est de l'argent d'urgence, ai-je expliqué. J'ai toujours été prudent. Prends tout, mets-le dans 2 valises, ramène-le à la maison et cache-le bien au sous-sol, derrière les décorations de Noël. Personne ne regarde jamais là. Michael, tu me fais peur. Bien. Tu devrais avoir peur, car ce qui s'en vient ne sera pas facile. J'ai serré sa main plus fort. Troisièmement, contacte Mendoza, mon avocat personnel, celui du cabinet du centre-ville. Dis-lui que tu dois le voir de toute urgence, que c'est une question de vie ou de mort. Il comprendra. Et que dois-je lui dire? Tu lui dis que tu as besoin d'une procuration large et irrévocable qui te donne un contrôle total sur toutes mes propriétés et entreprises tant que je suis incapable. Mais Robert a dit qu'il y travaillait déjà. Robert essaie, mais Mendoza est mon avocat depuis 20 ans. Il ne fera rien sans me parler ou obtenir mon autorisation explicite. Et quand tu te présenteras, il saura quoi faire. C'est un homme intelligent et loyal. L'un des rares qui reste. Béatrice respirait lourdement. Quoi d'autre? Quatrièmement. Commence à retirer de l'argent des comptes. Pas tout d'un coup, sinon ça éveillera les soupçons, mais commence à retirer. 5 000 $ par-ci, 10 000 $ par-là. Utilise différents distributeurs, différentes succursales. Michael, on dirait qu'on prépare une fuite. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Parce que c'est exactement ce que nous allons faire. Elle se figea. Écoute-moi, mon amour. Nos enfants nous ont trahis. La famille que nous avons construite. La famille pour laquelle nous avons tout sacrifié. Ils nous ont trahis. Et je ne vais pas attendre ici qu'ils m'enferment dans cet hôpital pendant qu'ils te mettent dans une maison de retraite et volent tout ce que nous avons construit. Mais fuir où? Loin. Un endroit où ils ne pourront pas nous trouver. Où nous pourrons recommencer. Michael, nous avons presque 60 ans. Recommencer? Nous l'avons fait une fois quand nous n'avions rien, lui ai-je rappelé. Nous pouvons le refaire. Cette fois, nous avons de l'expérience. Nous avons des ressources. Et surtout, nous avons l'un l'autre. Des larmes coulaient toujours sur ses joues. Mais maintenant, il y avait autre chose dans ses yeux. Quelque chose que je n'avais pas vu depuis longtemps. Du feu, de la détermination. Quand, demanda-t-elle simplement. Bientôt. Très bientôt.
Mais d'abord, je dois me rétablir un peu plus. Je dois pouvoir marcher. Je dois pouvoir prendre soin de moi. Donne-moi une semaine, peut-être 2. Et si les médecins te laissent sortir? Ils ne le feront pas. Je m'assurerai qu'ils pensent que je suis toujours en mauvais état, que j'ai besoin de plus d'observation. En fait, j'ai marqué une pause. Dis au médecin que tu veux un deuxième avis. Que tu veux faire venir un spécialiste de Houston. Ça nous achètera du temps. Robert s'y opposera. Laisse-le s'opposer. Tu es légalement ma femme. Tant que je suis incapable, tu as le dernier mot sur les décisions médicales, pas lui. Béatrice hocha la tête. Je pouvais voir son esprit traiter tout. Encore une chose, ai-je ajouté. Commence à faire des valises. Pas beaucoup. Juste l'essentiel. Des vêtements, des documents personnels, les photos qui sont importantes pour toi. Mais fais-le discrètement. Si Robert ou Sarah demandent, dis-leur que tu donnes des choses, que tu fais du nettoyage pour t'occuper l'esprit. Où allons-nous exactement? J'ai réfléchi. Porto, au Portugal. Il y a une bonne communauté d'expatriés, un coût de la vie raisonnable, un excellent système de santé, et surtout, personne ne nous y connaît. Nous pourrons repartir de zéro et être juste Michael et Béatrice à nouveau. Elle sourit à travers ses larmes. Ça fait longtemps que nous n'avons pas été juste Michael et Béatrice. Je sais. Et c'était une partie du problème. Nous sommes devenus les parents de Robert et Sarah, les pourvoyeurs, la banque personnelle. Mais nous avons oublié d'être nous. Nous avons entendu des pas à l'extérieur. Robert revenait. Ferme les yeux, a murmuré Béatrice. Je les ai fermés juste au moment où la porte s'ouvrait. Tout va bien, maman, a demandé Robert. Oui, a-t-elle répondu. Sa voix était ferme maintenant. Maîtrisée. Je lui parlais juste. On dit que les patients dans le coma peuvent encore entendre, que ça les aide. C'est gentil, a dit Robert. Mais son ton était complètement vide. Il n'y avait aucune affection là-dedans. Rien. Je vais y aller, a dit Béatrice. J'ai besoin de me reposer. Bien sûr, maman. Conduis prudemment. J'ai senti les lèvres de Béatrice sur mon front. Un doux baiser. Et puis sa voix, à peine un murmure près de mon oreille. Je t'aime. Nous allons nous en sortir. Ses pas se sont estompés. La porte s'est fermée. Et je suis resté là, immobile. Les yeux fermés, mais pour la première fois depuis des jours, je ressentais de l'espoir. Béatrice était avec moi, et ensemble, comme toujours, nous allions trouver un moyen. Les jours suivants furent les plus difficiles de ma vie. Je devais rester complètement immobile pendant des heures, simulant mon inconscience lorsque les médecins venaient m'examiner, écoutant les conversations de Robert et Sarah, planifiant mon avenir comme si je n'existais plus. Mais ce furent aussi des jours d'éveil, de redécouverte de moi-même, de me souvenir de qui j'étais avant de devenir le pourvoyeur, l'homme d'affaires prospère, le père accommodant. Béatrice venait 2 fois par jour, le matin et le soir. Elle s'assurait toujours que Robert ou Sarah n'étaient pas présents. Linda l'aidait, inventant des excuses pour faire sortir mes enfants de la chambre quelques minutes. Dans ces brefs moments, Béatrice me mettait au courant. Elle était allée à la banque. Elle avait vidé le coffre-fort. Elle avait parlé à Mendoza. Tout était en marche. Robert est allé voir Mendoza hier, a-t-elle murmuré un après-midi. Il lui a demandé de rédiger la procuration en sa faveur. Mendoza lui a dit qu'il devait d'abord parler avec toi, que c'était la procédure standard. Robert était furieux. Qu'a fait Mendoza? Il lui a dit que sans ton consentement explicite, il ne pouvait rien faire, que c'était son devoir en tant qu'avocat. Robert a menacé de le dénoncer à l'ordre des avocats. Mendoza est plus malin que ça, ai-je dit. Il sait comment gérer ces situations. Il y a autre chose, a ajouté Béatrice. Robert a engagé un détective privé. Mon cœur s'est accéléré. Pourquoi faire? Pour enquêter sur tous nos comptes bancaires. Il veut savoir exactement combien nous avons et où tout se trouve. As-tu sorti l'argent des comptes? Comme je l'ai dit, oui, petit à petit. J'ai déjà presque 2 millions de dollars en liquide caché à la maison. Mais j'ai peur, Michael. Et s'ils découvrent quelque chose? Ils ne trouveront rien, l'ai-je assuré.
L'argent du coffre-fort n'apparaît sur aucun relevé bancaire. Il est complètement invisible. Et l'argent que tu retires est en petites quantités qui peuvent facilement être justifiées comme des dépenses ménagères. Les médecins venaient tous les jours m'évaluer. J'avais appris à contrôler ma respiration, à garder mes muscles complètement détendus, à ne pas réagir quand ils me piquaient ou me déplaçaient. Le docteur Evans, le neurologue en chef, était perplexe. « C'est étrange », a-t-il dit à Robert. « Ces signes vitaux sont bons. Le scanner cérébral montre que l'édème a considérablement diminué. Il devrait se réveiller. Qu'est-ce que ça signifie s'il ne le fait pas ? A demandé Robert, et je pouvais entendre l'anxiété dans sa voix. Il avait besoin que je me réveille pour pouvoir exécuter ses plans. Mais il avait aussi besoin que je sois juste assez faible pour ne pas m'y opposer. Cela pourrait être dû à divers facteurs, a répondu le docteur Evans. Parfois, le cerveau a simplement besoin de plus de temps pour guérir. Nous continuerons à surveiller. Un après-midi, Sarah est venue seule. Elle s'est assise près de mon lit et est restée là en silence pendant près d'1 heure. Je me demandais à quoi elle pensait. Avait-elle des remords, des doutes sur ce qu'il prévoyait ? Puis elle a parlé à voix basse, presque comme si elle se parlait à elle-même. « Je ne sais pas si tu peux m'entendre, papa. On dit que les gens dans le coma peuvent entendre. Je ne sais pas si c'est vrai. » Elle a fait une pause. Robert dit que nous devrions tout vendre, que c'est la meilleure option. Daniel est d'accord. Ils disent que c'est comme ça que nous pourrons assurer notre avenir. L'avenir de tes petits-enfants ? Mes petits-enfants ? Maintenant, il pensait à mes petits-enfants. Les mêmes petits-enfants qu'il me laissait rarement voir parce qu'ils étaient toujours trop occupés. Je ne suis pas si sûr, a-t-elle poursuivi. C'est ton entreprise, l'œuvre de ta vie. Ça semble mal de tout vendre comme ça. Mais Robert dit que tu comprendrais, que tu as toujours voulu qu'on aille bien. Elle a de nouveau fait une longue pause. Et à propos de maman ? Sa voix s'est un peu cassée. Je ne veux pas qu'elle aille en maison de retraite. Vraiment pas. Mais Robert dit que c'est pour le mieux. Que nous ne pouvons pas nous occuper d'elle. Qu'elle sera mieux là-bas avec des professionnels. Donc, Sarah avait des doutes, mais pas assez pour faire quoi que ce soit. Pas assez pour me défendre ou pour défendre sa mère. Tu me manques, papa, a-t-elle dit finalement. J'aimerais que tu puisses te réveiller et me dire quoi faire. Tu as toujours su quoi faire. Elle s'est levée et a quitté la chambre, et je suis resté là, le cœur brisé, car j'ai réalisé quelque chose. Sarah n'était pas méchante, mais elle était faible. Elle avait laissé Robert et Daniel prendre le contrôle. Elle avait renoncé à sa volonté en échange de ne pas avoir à prendre de décisions difficiles. Mais faiblesse ou méchanceté, le résultat était le même. Elle était prête à abandonner sa mère. Elle était prête à vendre tout ce que j'avais construit. Et à la fin, c'est tout ce qui comptait. Ce soir-là, quand Béatrice est venue, je lui ai parlé de la visite de Sarah. Peut-être que nous pourrions lui parler, a suggéré Béatrice. Peut-être que si elle sait que tu es réveillé, si elle voit que tu peux te rétablir. Non, ai-je interrompu. C'est trop risqué. Nous ne savons pas de quel côté elle est vraiment. Et si elle le dit à Robert ? Mais c'est notre fille, Michael. C'était notre fille, ai-je corrigé amèrement. Maintenant, je ne sais plus ce qu'elle est. Béatrice s'est tue. Elle savait que j'avais raison, même si ça faisait mal de l'admettre. As-tu les passeports, ai-je demandé, changeant de sujet. Oui, ils sont cachés avec l'argent. Et les billets ? Pas encore. Tu as dit d'attendre de connaître la date exacte. Bien. Je pense que je suis presque prêt. Je peux bouger mes orteils sans problème. Mes jambes répondent. Demain, je vais essayer de bouger mes bras quand personne ne regarde. Si tout se passe bien, nous pourrons partir dans 1 semaine. Où exactement ? J'ai réfléchi. Au Portugal, dans la ville de Porto. Il y a une bonne communauté d'expatriés, un coût de la vie raisonnable, un excellent système de santé, et surtout, personne ne nous y connaît. Nous pourrons repartir de zéro. Et l'argent ? Nous ne pouvons pas prendre 5 millions de dollars en liquide dans un avion. Nous ne prendrons pas tout. Nous prendrons assez pour les premiers mois. Le reste, nous le transférerons lentement par différentes banques vers des comptes que j'ouvrirai au Portugal. Ça prendra du temps, mais nous le ferons correctement,
sans éveiller les soupçons. Béatrice hocha la tête. Mendoza m'a donné des documents hier. Il a dit qu'ils étaient importants, que tu devrais les lire quand tu pourrais. Quel genre de documents? Je ne sais pas. Ils sont scellés. Je les ai dans mon sac. Apporte-les demain. J'ai besoin de les voir. Le lendemain, lorsque Linda a réussi à faire sortir Robert de la chambre avec une excuse concernant une facture d'hôpital, Béatrice m'a donné l'enveloppe. Je l'ai ouverte avec précaution. C'étaient des documents juridiques, des contrats et une lettre manuscrite de Mendoza. Monsieur Sullivan, commençait la lettre. Si vous lisez ceci, cela signifie que Madame Sullivan m'a fait suffisamment confiance pour vous apporter cette enveloppe. Je veux que vous sachiez que je suis de votre côté. J'ai été témoin de nombreuses trahisons familiales dans ma carrière, mais ce que vos enfants essaient de faire est particulièrement ignoble. Les documents ci-joints sont des copies certifiées de tous vos titres de propriété et contrats d'entreprise. J'ai également inclus une procuration qui donne à Madame Sullivan un contrôle plein et total sur tous vos actifs. Elle est datée de 3 mois avant votre accident. Elle est entièrement légale et valide. Si Robert essaie quoi que ce soit, ce document l'arrête net. J'ai également pris la liberté de geler temporairement plusieurs comptes d'entreprise en invoquant des irrégularités comptables qui doivent être examinées. Cela vous achètera du temps. Utilisez ce temps à bon escient. Et si vous avez besoin de disparaître, comme je soupçonne que vous le prévoyez, sachez que vous avez mon soutien et ma discrétion complets. J'ai également joint les coordonnées de personnes de confiance en Europe qui peuvent vous aider à vous installer. Prenez soin de vous, Monsieur Sullivan, et prenez soin de Madame Sullivan. Vous méritez la paix après tant d'années de travail. Avec respect et loyauté, Rafael Mendoza. J'ai regardé Béatrice. Elle avait les larmes aux yeux. Il y a encore des gens bien dans le monde, a-t-elle murmuré. Oui, ai-je répondu. Et nous allons avoir besoin de toute l'aide possible. 5 jours de plus passèrent. 5 jours où je perfectionnais mon jeu. 5 jours où Béatrice préparait notre fuite. Et 5 jours où Robert et Sarah devenaient de plus en plus impatients. Je ne comprends pas pourquoi ils ne se réveillent pas, ai-je entendu Robert dire au docteur Evans un matin. Ça fait presque 2 semaines. N'est-ce pas trop long? Chaque patient est différent, Monsieur Sullivan, a répondu le médecin avec une patience professionnelle. J'ai vu des cas où les gens se réveillent après des mois. Des mois. La voix de Robert était alarmée. Vous voulez dire que mon père pourrait rester comme ça pendant des mois? C'est une possibilité. Ou il pourrait se réveiller demain. Comme je l'ai dit, c'est imprévisible. Après le départ du médecin, Robert a passé un appel. Je l'ai entendu clairement. Daniel, nous avons un problème. Le vieux ne se réveille pas, et le médecin dit que ça pourrait prendre des mois. Non, nous ne pouvons pas attendre aussi longtemps. Les frais d'hôpital s'accumulent, et Mendoza ne veut pas libérer le contrôle des comptes de l'entreprise. Oui, je sais que tu as dit que le gel des comptes était temporaire, mais nous avons besoin d'un accès maintenant. Nous avons besoin d'un autre plan. Il y eut une pause pendant qu'il écoutait ce que Daniel disait à l'autre bout du fil. Tu es sûr que c'est légal? Demanda Robert. Une autre pause. D'accord, fais-le. Mais fais-le vite. Il a raccroché. Et j'ai su que notre temps était compté. Quel que soit le plan de Daniel, nous devions agir rapidement. Ce soir-là, quand Béatrice est arrivée, je lui ai parlé de l'appel. Ils doivent préparer une manœuvre juridique pour me prendre le contrôle, ai-je dit. Ils vont probablement essayer de me faire déclarer mentalement incompétent. Avec ça, ils pourraient annuler la procuration que Mendoza t'a donnée. Peuvent-ils faire ça? S'ils obtiennent des médecins qui témoignent que je ne suis pas sain d'esprit, oui. Et avec assez d'argent, ils peuvent obtenir n'importe quel médecin dont ils ont besoin. Béatrice avait l'air terrifiée. Que faisons-nous? Nous partons. Maintenant. Cette semaine. Mais tu as dit que tu avais besoin de plus de temps pour te rétablir. Je suis assez rétabli. Je me suis entraîné quand personne ne regardait. Je peux marcher. Un peu chancelant peut-être, mais je peux le faire. C'est maintenant ou jamais, Béatrice. Elle a pris ma main. Quand? Après-demain. Vendredi. C'est le jour parfait. Robert a toujours sa réunion de partenaires le vendredi après-midi. Sarah emmène les enfants à leur cours de natation. Ils seront occupés.
Et comment sortons-nous de l'hôpital? Laisse-moi faire. J'ai un plan. Le lendemain, jeudi, j'ai demandé à Linda de m'aider avec quelque chose de très spécifique. J'ai besoin que vous me trouviez une tenue d'infirmier pour homme. Grande taille. Ai-je murmuré lorsqu'elle a réussi à avoir un moment seul avec moi. Pourquoi faire? Pour demain. Je pars d'ici demain et je dois sortir sans que personne ne me reconnaisse. Linda m'a regardé avec inquiétude. Êtes-vous sûr d'être prêt? Physiquement, je veux dire. Je suis prêt. Et si j'attends plus longtemps, il sera trop tard. Elle hocha lentement la tête. D'accord, je vous trouverai la tenue. Autre chose? Oui. Demain vers 15 heures, j'ai besoin d'une diversion à cet étage. Quelque chose qui fasse courir toutes les infirmières et tous les médecins à l'autre bout du couloir. Pas besoin que ce soit réel. Il faut juste que ça en ait l'air. Une fausse alerte. Exactement. Pouvez-vous le faire? Linda réfléchit un instant. Je peux déclencher accidentellement l'alarme incendie à l'autre bout du couloir. Ça fera courir tout le monde là-bas. Vous aurez peut-être 5 minutes avant qu'il ne réalise que c'est une fausse alerte. 5 minutes, c'est tout ce dont j'ai besoin. Ce soir-là, Béatrice est arrivée avec une petite valise. À l'intérieur, il y avait des vêtements pour moi. Des vêtements décontractés, un jean, une chemise, des baskets. Rien qui n'attirait l'attention. Les billets sont achetés, a-t-elle murmuré. Nous partons demain à 20 h de l'aéroport. Vol direct pour Madrid, puis une correspondance pour Porto. As-tu utilisé ta carte de crédit? Non. J'ai payé en espèces dans une agence de voyage, comme tu l'as dit. Bien. Et l'argent? J'ai 2 valises prêtes dans la voiture avec des vêtements et l'argent liquide. Tout ce dont nous avons besoin pour les premiers mois. Que as-tu dit à Robert et Sarah? Que je passais la journée avec ma sœur dans les hantons. Que j'avais besoin de me vider la tête. Robert n'a même pas demandé de détails. Sarah m'a juste dit de m'amuser. La voix de Béatrice s'est un peu cassée sur cette dernière partie. Je l'ai serrée dans mes bras du mieux que je pouvais depuis le lit d'hôpital. Je sais, mon amour. Je sais que c'est difficile. Mais c'est ce que nous devons faire. Je n'arrive toujours pas à croire que nous fuyons nos propres enfants. Nous ne les fuyons pas. Nous nous sauvons d'eux. Il y a une différence. Béatrice a essuyé ses larmes. Es-tu sûr de pouvoir marcher jusqu'au parking? Je marcherai aussi loin que nécessaire. Je me suis entraîné. La nuit dernière, quand Robert s'est endormi, je suis sorti du lit et j'ai marché dans toute la chambre. J'ai mal aux jambes, mais elles fonctionnent. Et si quelque chose tourne mal? Rien ne tournera mal. Fais-moi confiance, Béatrice. Une dernière fois. Fais-moi confiance. Elle m'a embrassé. Un baiser long et profond. Un baiser qui avait le goût d'un adieu. Adieu à cette vie que nous avions construite, à cette ville que nous connaissions, à cette famille qui s'était brisée. Je t'aime? A-t-elle murmuré. Je t'ai toujours aimé, depuis le premier jour où je t'ai vu dans cette bibliothèque. Et je t'aime. Tu es la seule chose réelle dans ma vie. La seule chose qui vaille la peine d'être sauvée. Vendredi. Le jour était arrivé. Robert est arrivé tôt, comme d'habitude. Il s'est assis sur sa chaise près de la fenêtre, consultant son téléphone. À 11 h, Sarah est entrée. Un changement, a-t-elle demandé. Aucun, a répondu Robert avec frustration. Il est pareil. Comme une pierre. Le médecin a dit qu'il fallait être patient. J'ai eu assez de patience, a rétorqué Sarah. Daniel a parlé à un avocat hier. Nous pouvons entamer la procédure pour le faire déclarer légalement incompétent. Et maman est d'accord avec ça. On ne demande pas à maman. Elle est trop émotive en ce moment. Elle ne peut pas prendre de décisions objectives. Sarah se tut. Écoute, a poursuivi Robert, je sais que c'est difficile, mais nous devons penser à l'avenir, à nos familles, aux enfants. Papa a construit tout ça pour nous, non? Eh bien, maintenant c'est à notre tour de le gérer. Je suppose que tu as raison, a dit Sarah, bien que sa voix semble incertaine. À 13 h, Robert est parti. Il devait se préparer pour sa réunion de partenaires. Sarah est restée un peu plus longtemps,
mais à 14 heures, elle est partie aussi. Elle devait aller chercher ses enfants. Je reviendrai plus tard, papa, a-t-elle dit avant de partir. Je t'aime. Elle m'aimait. Vraiment? Parce que l'amour ne se résume pas à des mots. Il s'agit d'actions. Et ces actions disaient quelque chose de très différent. À 14h55, Linda est entrée. Elle portait un sac en plastique. Voici la tenue, a-t-elle murmuré. Et prenez ça aussi. Elle m'a tendu une casquette de baseball et une paire de lunettes de soleil sombre, pour qu'on ne vous reconnaisse pas sur les caméras de sécurité. Vous êtes un ange, Linda. J'espère juste que vous savez ce que vous faites, monsieur Sullivan. C'est très risqué. Je sais, mais parfois, il faut tout risquer pour sauver ce qui compte. Elle hocha la tête. À 15 heures précises, je déclencherai l'alarme. Quand vous entendrez la sirène, vous devrez agir vite. Prenez les escaliers de secours. N'utilisez pas l'ascenseur. Les escaliers vous mèneront directement au parking du sous-sol. Votre femme m'a dit qu'elle attendrait dans un Honda CR-V gris près de la sortie. Merci, Linda, pour tout. Prenez soin de vous. Tous les deux. Elle m'a serré la main une dernière fois et est partie. J'étais seul dans la chambre. Mon cœur battait la chamade. Les machines autour de moi bipaient normalement. Dehors, dans le couloir, j'entendais l'agitation habituelle de l'hôpital. Des infirmières qui marchent, des médecins qui parlent, des chariots de nourriture qui roulent. Tout était normal, tout était calme. J'ai regardé l'horloge au mur. 14h57, 3 minutes. J'ai soigneusement retiré les capteurs de mon bras. La machine surveillant mon cœur a commencé à biper de manière erratique, mais je l'ai rapidement éteinte. Je me suis assis sur le lit. Mes jambes tremblaient, mais elles répondaient. 14h58, je me suis levé. Le sol a un peu tangué sous mes pieds, mais je me suis accroché au bord du lit. J'ai pris une profonde inspiration. Je pouvais le faire. Je devais le faire. 14h59, j'ai ouvert le sac en plastique. J'ai sorti la tenue. J'ai enlevé la blouse d'hôpital et j'ai enfilé les vêtements. Le pantalon était un peu large, mais ça allait. La chemise convenait. J'ai mis la casquette et les lunettes de soleil. 15 heures, l'alarme incendie a explosé dans le couloir. Une sirène assourdissante. Des cris, des bruits de pas qui courent. C'était le moment. J'ai ouvert ma porte. Le couloir était un chaos total. Des infirmières courant vers l'autre bout, des médecins criant des instructions, des patients passant la tête par la porte, confus. Personne ne m'a prêté attention. Je n'étais qu'un membre du personnel de plus au milieu du chaos. J'ai marché vers les escaliers de secours. Chaque pas était un effort. Mes jambes étaient faibles après 2 semaines au lit, mais j'ai continué. Un pas, un autre pas, un autre. J'ai atteint la porte de la cage d'escalier. Je l'ai ouverte. Le son de l'alarme s'est légèrement étouffé. J'ai commencé à descendre, étage par étage. Mes jambes criaient de douleur, mais je ne me suis pas arrêté. 5e étage, 4e étage, 3e. Au 2e étage, j'ai entendu des voix d'en haut. Fausse alerte. C'est une fausse alerte. Tout le monde, retournez à vos postes. J'ai accéléré le pas. Je devais sortir avant qu'ils ne réalisent que je n'étais pas dans ma chambre. 1er étage, rez-de-chaussée, sous-sol. La porte du parking. Je l'ai poussée. L'air frais m'a frappé au visage, l'odeur d'essence et de béton, le bruit des voitures. J'ai regardé autour de moi. Où était Béatrice? Puis je l'ai vue. Le Honda CR-V gris garé près de la sortie. Les phares ont clignoté 2 fois. C'était elle. J'ai marché vers la voiture aussi vite que j'ai pu. Chaque pas était une agonie, mais je m'en fichais. J'étais si proche. Si proche de la liberté. La porte passager s'est ouverte. Béatrice était là, des larmes coulant sur ses joues. Michael, Alta TL. Mon Dieu, tu as réussi. Je suis monté dans la voiture. J'ai fermé la porte. Béatrice a immédiatement appuyé sur l'accélérateur. Quelqu'un nous a vus, a-t-elle demandé alors que nous sortions à toute vitesse du garage. Je ne sais pas. Je ne pense pas, nous sommes passés devant la guérite de sortie.
L'agent de sécurité ne nous a même pas regardés. Il était distrait, probablement par l'alarme incendie. Et puis nous étions dans la rue, libres. Béatrice a conduit en silence pendant plusieurs minutes. Ses mains tremblaient sur le volant. Je n'arrêtais pas de regarder dans le rétroviseur, m'attendant à voir des gyrophares de police nous poursuivre. Mais il n'y avait rien. Juste la circulation normale de la ville un vendredi après-midi. Nous l'avons fait, ai-je murmuré finalement. Nous l'avons vraiment fait. On ne fait rien pour l'instant, dit-elle. Nous devons encore arriver à l'aéroport, passer l'immigration et monter dans cet avion. Nous y arriverons. Le plus dur est passé. Elle a conduit vers le sud, évitant les grands axes. Elle avait planifié le trajet avec soin. Rue secondaire, moins de circulation, moins de caméras. Combien de temps penses-tu qu'il leur faudra pour réaliser que tu es parti, a-t-elle demandé. Ça dépend. Si tout se passe bien, peut-être 1 heure, peut-être 2. Le temps que Robert revienne de sa réunion, ma disparition devrait être signalée. Et s'ils suivent la voiture? Cette voiture n'est ni à ton nom ni au mien, lui ai-je rappelé. Tu l'as immatriculée avec ton nom de jeune fille en utilisant une ancienne adresse. Ce sera très difficile à retrouver. Béatrice avait pensé à tout. Ma femme intelligente et prudente, qui avait toujours été la stratège silencieuse derrière mon succès. Nous sommes rentrés à notre maison de Beverly Hills 40 minutes plus tard. Béatrice est entrée dans le garage et a rapidement fermé la porte automatique. Il faut faire vite, a-t-elle dit. Ne prends que ce qui est absolument essentiel. Nous sommes entrés dans la maison, notre maison, la maison où nous avions vécu pendant 22 ans, la maison où Robert et Sarah ont grandi, la maison pleine de souvenirs. J'ai regardé autour de moi, les photographies au mur, les meubles que Béatrice avait choisis avec tant de soin. Le piano sur lequel Sarah jouait. Le trophée de football de Robert sur l'étagère. Nous laissions tout cela derrière nous. Ne sois pas sentimentale maintenant, a dit Béatrice, lisant dans mes pensées. Il n'y a pas de retour en arrière possible. Elle avait raison. Nous sommes montés au bureau. Béatrice a pris les 2 valises qu'elle avait préparées. Il y avait aussi un sac à dos avec des documents importants, des passeports, des actes de naissance, des titres de propriété, des contrats. As-tu pris les photos que j'avais demandées, ai-je demandé. Oui. Notre mariage. Les enfants quand ils étaient petits. Tes parents. Sa voix s'est un peu cassée. Avant. Avant que tout ne tourne mal. J'ai vérifié mon bureau. Il y avait une lettre que j'avais écrite il y a quelques jours. Quand j'ai commencé à planifier tout ça. Je l'ai sortie du tiroir. Elle était dans une enveloppe scellée adressée à Robert et Sarah. Tu leur laisses ça, a demandé Béatrice. Oui. Ils méritent de savoir pourquoi nous sommes partis et ce qu'ils ont fait de mal. J'ai laissé la lettre sur le bureau, bien en vue. Puis j'ai jeté un dernier regard à mon bureau, aux diplômes sur le mur, aux photos avec des présidents et des gouverneurs, aux récompenses professionnelles. Rien de tout cela n'avait plus d'importance. Ce n'était que du papier, que des souvenirs d'un homme qui n'existait plus. Nous sommes descendus avec les valises. Dans le salon, Béatrice s'est arrêtée devant une photo de famille. Elle avait été prise il y a 5 ans, à Noël. Nous sourions tous. Une famille heureuse. Comment en sommes-nous arrivés là, a-t-elle murmuré. Je ne sais pas. Peut-être leur avons-nous trop donné. Peut-être ont-ils trop pris. Peut-être que l'argent gâche tout. Je me suis approché d'elle et je l'ai tenue dans mes bras. Mais ça n'a plus d'importance. Ce qui compte, c'est que toi et moi soyons ensemble et que nous allions bien. Elle hocha la tête, essuyant ses larmes. Allons-y avant que je ne change d'avis. Nous sommes montés dans la voiture. Béatrice a activé le code de sécurité de la maison une dernière fois. Les lumières se sont éteintes automatiquement. La porte du garage s'est ouverte et nous sommes sortis. En direction de l'aéroport. En direction d'une nouvelle vie. Le trafic vers LAX était dense, comme toujours un vendredi après-midi. Béatrice conduisait prudemment, restant sur la voie du milieu, sans attirer l'attention. Mon téléphone était éteint. Celui de Béatrice aussi. Il ne pouvait pas nous suivre par GPS. Nous avions pensé à tout. Tu penses qu'ils l'ont déjà remarqué, a demandé Béatrice alors que nous étions à 10 minutes de l'aéroport. J'ai regardé ma montre.
Il était 17h30. Probablement. Robert a dû appeler l'hôpital après sa réunion, demander de mes nouvelles, et on lui a dit que j'avais disparu. Ils ont certainement déjà appelé la police. Mais ils cherchent un patient dans le coma qui a disparu d'un hôpital, ai-je dit. Ils ne cherchent pas un homme en civil qui quitte le pays avec sa femme. Nous sommes arrivés à l'aéroport. Béatrice s'est garée dans le parking longue durée. Nous avons pris nos bagages. Nous nous sommes dirigés vers le terminal. Chaque pas à l'intérieur de l'aéroport était tendu. Je n'arrêtais pas de regarder autour de moi, m'attendant à voir des policiers nous chercher, à entendre mon nom dans les haut-parleurs, à ce que quelqu'un nous reconnaisse. Mais rien ne s'est passé. Nous n'étions qu'un couple d'âge moyen avec des valises allant prendre un vol. Nous sommes arrivés au comptoir d'enregistrement. L'agente nous a souri. Bonsoir. Vos passeports, s'il vous plaît. Nous les lui avons tendus. Elle les a vérifiés, a tapé quelque chose sur son ordinateur. Mon cœur battait si fort que je pensais que tout le monde pouvait l'entendre. Voyage d'affaires ou de plaisir, a-t-elle demandé. Plaisir, a dit calmement Béatrice. Nous allons voir le Portugal. C'est charmant. J'espère que vous apprécierez votre voyage. Elle nous a rendu nos passeports avec les cartes d'embarquement. Votre vol part de la porte C47. Embarquement dans 2 heures. Merci. Nous nous sommes dirigés vers l'immigration. Les files d'attente étaient longues. Nous avons attendu notre tour. Finalement, nous sommes arrivés devant l'agent d'immigration. Passeport. Nous les lui avons donnés. L'agent les a vérifiés, a regardé les photos, nous a regardés, puis de nouveau les photos. Combien de temps resterez-vous hors du pays, a-t-il demandé. Nous ne sommes pas sûrs, ai-je répondu. Peut-être 1 mois, peut-être 2. Il a hoché la tête. A tamponné les passeports. Bon voyage. Et c'était tout. Nous avions passé l'immigration. Nous étions de l'autre côté, dans la zone internationale. Il ne pouvait plus nous arrêter maintenant sans créer un incident international. Béatrice m'a pris la main alors que nous nous dirigions vers notre porte. Tu sais ce qui est le plus fou dans tout ça, a-t-elle dit. Je me sens plus libre en ce moment, en laissant tout derrière moi, que je ne l'ai été ces 10 dernières années en vivant dans cette immense maison. Je ressens la même chose, ai-je admis. C'est comme si un poids énorme avait été enlevé de mes épaules. Nous avons trouvé la porte C47. Nous nous sommes assis dans la zone d'attente. Nous avions presque 2 heures avant l'embarquement. J'ai sorti mon téléphone. Je l'ai allumé une dernière fois. Immédiatement, les messages ont afflué. Des dizaines de messages. Des appels manqués. De Sarah, Robert, où est papa? L'hôpital dit qu'il a disparu. De Robert, maman, réponds à ton téléphone. De Sarah, Robert, ça n'a aucun sens. Comment un homme dans le coma peut-il simplement disparaître? De Robert, maman, ça va? L'hôpital dit que papa est parti. S'il te plaît, appelle-nous. On est inquiet. Et puis le plus récent, envoyé il y a 10 minutes, de Robert, maman, si tu lis ça, je veux que tu saches quelque chose. Papa n'était pas dans le coma. C'était un mensonge. Il nous a trompés. Et maintenant, tu vas faire face à des conséquences juridiques pour fraude à l'assurance et pour vol d'actifs de l'entreprise. J'ai appelé mon avocat. Nous gelons tous les comptes et nous vous trouverons. Ce n'est pas fini. J'ai lu le message à voix haute à Béatrice. Elle est devenue pâle. Peuvent-ils faire ça? Geler les comptes? Ils peuvent essayer, ai-je répondu. Mais Mendoza a déjà déplacé les actifs importants, et ils ne peuvent pas toucher à l'argent que nous transportons. Ça ira. Mais il dit qu'ils nous chercheront. Laisse-les chercher. Le Portugal n'a pas de traité d'extradition avec les États-Unis pour des délits financiers mineurs. Et ce que nous avons fait n'est techniquement pas illégal. J'ai le droit de déplacer mon propre argent. J'ai le droit de quitter le pays. Et simuler un coma n'est pas un crime. Pourtant, le message m'avait perturbé. Non pas à cause des menaces juridiques, mais à cause du ton. Il y avait tant de rage là-dedans, tant de poison. C'était mon fils, le garçon à qui j'avais appris à faire du vélo. Et maintenant, il me détestait de ne pas l'avoir laissé me voler. J'ai écrit un dernier message à Robert et Sarah, un message que je n'aurais jamais pensé devoir écrire.
Mes enfants. Au moment où vous lirez ceci, votre mère et moi serons loin. Je sais que vous êtes en colère. Je sais que vous vous sentez trahi. Mais vous nous avez trahis en premier. Je vous ai entendu à l'hôpital. J'ai entendu chaque mot. Je vous ai entendu prévoir de mettre votre mère dans une maison de retraite. Je vous ai entendu prévoir de vendre mon entreprise. Je vous ai entendu prévoir de tout vous partager comme si j'étais déjà sous terre. Alors, j'ai pris une décision. La seule décision qu'il me restait. Nous sommes partis. Nous avons pris ce qui nous appartenait, ce que nous avons construit de nos deux mains. Et nous allons recommencer, loin de vous. N'essayez pas de nous trouver. Vous n'y arriverez pas. Et même si vous y arriviez, nous ne reviendrons pas. Peut-être qu'un jour, vous comprendrez ce que vous avez fait de mal. Peut-être qu'un jour, quand vous aurez mon âge, vos propres enfants vous feront la même chose. Et ce jour-là, peut-être, juste peut-être, vous comprendrez ma douleur. Au revoir, votre père. J'ai appuyé sur envoyer. Puis j'ai éteint le téléphone pour de bon. J'ai retiré la carte SIM, je l'ai cassée en deux et je l'ai jetée dans une poubelle. C'est fini ? A demandé Béatrice. C'est fini. 6 mois plus tard, je suis assis sur la terrasse de notre petit appartement à Porto, regardant le fleuve Douro scintiller sous le soleil de l'après-midi. Béatrice est dans la cuisine en train de préparer du bacalhau, un plat qu'elle a appris à cuisiner ici. L'odeur emplit l'air et me fait sourire. Notre vie est simple maintenant, radicalement simple par rapport à ce que nous avions. Cet appartement a 2 chambres, un petit salon, une cuisine confortable. Il n'y a pas de piscine, pas de jardin de 1000 mètres carrés, pas de personnel de maison. Et c'est parfait. Chaque matin, nous nous promenons dans les rues pavées de la Ribera. Nous buvons du café dans de petits cafés où les propriétaires nous connaissent déjà par notre nom. Bom dia Michael, bom dia Béatrice. Nous nous asseyons sur la place et regardons simplement la vie passer. Pas de précipitation, pas de stress, pas de poids d'un empire commercial sur mes épaules. L'argent que nous avons apporté était suffisant. Mendoza a réussi à transférer discrètement une partie considérable de mes actifs vers des comptes européens avant que Robert ne puisse faire quoi que ce soit. Nous ne sommes pas riches ici, pas comme nous l'étions, mais nous avons assez pour vivre avec dignité et tranquillité. Robert a essayé de nous retrouver pendant les 3 premiers mois. Il a engagé des détectives privés. Il a déposé des plaintes. Il a fait un scandale dans les nouvelles économiques locales. Un homme d'affaires disparaît avec sa femme et des millions, titraient les journaux. Mais il ne nous a jamais trouvés. Nous avons légalement changé de nom. Nous nous sommes installés dans un quartier calme où personne ne pose de questions. Nous sommes devenus ce que nous aurions toujours dû être, juste Michael et Béatrice. Sarah m'a écrit une lettre il y a 2 mois. Mendoza me l'a fait parvenir en toute sécurité. Je l'ai lu le cœur lourd. Papa, disait-elle, je sais que je ne mérite pas que tu m'écoutes. Je sais que je t'ai manqué de la manière la plus horrible qui soit. Robert et moi avons vendu l'entreprise. Nous nous sommes partagés l'argent. Nous avons mis maman à la maison de retraite, comme nous l'avions prévu avant de réaliser que vous étiez partis. Daniel et moi sommes divorcés. Il s'est avéré qu'il n'était intéressé que par l'argent. Quand il a vu que tu étais parti avec une grande partie des actifs, il m'a quitté. Robert a perdu tout son argent dans de mauvais investissements. Maintenant, il me demande des prêts. Et moi, avec une conscience qui me ronge chaque nuit, je continue de lui en donner parce que je ne sais pas quoi faire d'autre. Papa, si jamais tu lis ça, si jamais tu sais ce qui m'est arrivé, pardonne-moi. Pas pour l'argent. L'argent n'a pas d'importance. Pardonne-moi de ne pas t'avoir défendu, de ne pas avoir défendu maman, d'avoir été si aveugle, si faible, si stupide. Je ne te demande pas de revenir. Je te demande juste de savoir que je vis avec le regret de t'avoir perdu chaque jour. Je t'aime, ta fille, Sarah. J'ai pleuré en finissant la lettre. J'ai pleuré pour la fille que j'avais perdue. Pour la famille qui s'était brisée, pour les années que nous ne récupérerons jamais. Mais je n'ai pas répondu. Et je ne le ferai pas. Parce que certaines choses, une fois brisées, ne peuvent pas être réparées. Et certaines trahisons sont trop profondes pour être pardonnées. Béatrice sort sur la terrasse avec 2 tasses de thé. Elle s'assoit à côté de moi et nous regardons ensemble le coucher de soleil sur le fleuve. À quoi penses-tu ? Demande-t-elle.
Que nous avons pris la bonne décision. Réponds-je. Que cette vie simple, cette paix. C'est ça qui compte. Pas l'argent, pas les propriétés, pas le statut. Juste ça. Elle prend ma main, ses doigts s'entrelacent dans les miens, comme il y a 34 ans lorsque nous nous sommes mariés avec rien d'autre que de l'amour et de l'espoir. Ta maison te manque, demande-t-elle. La maison que je connaissais quand j'étais jeune me manque, le pays pour lequel je me suis battu, les vrais amis que j'avais. Mais ce que notre vie est devenue là-bas ne me manque pas, être la banque personnelle de mes enfants ne me manque pas. Le stress ne me manque pas. Les trahisons ne me manquent pas, et les petits-enfants? Ça fait le plus mal. Les petits-enfants que je connaissais à peine, qui grandiront sans savoir qui étaient vraiment leurs grands-parents. C'est le prix que nous avons payé, dis-je finalement. Et c'est un prix élevé. Mais je préfère ça à vivre comme des prisonniers de notre propre famille. Le soleil disparaît complètement. Les lumières de la ville commencent à s'allumer. Porto brille comme un collier de perles le long du fleuve. Tu sais ce que j'ai appris de tout ça, dit Béatrice. Qu'on ne peut pas acheter le respect avec de l'argent. Que le véritable amour n'a pas besoin de manoir ou de voiture de luxe. Et que parfois, pour se sauver, il faut être prêt à tout perdre. Tu as raison. Ma sage Béatrice a toujours raison. Nous restons là jusqu'à ce que la nuit couvre complètement le ciel. Demain sera un autre jour. Nous nous promènerons sur le marché. Nous achèterons du pain frais et du fromage. Peut-être irons-nous à la plage de Matosino. Peut-être nous assiérons-nous simplement dans un café et regarderons le monde passer. Et nous serons ensemble, comme ça aurait toujours dû être. Car à la fin, après tout l'argent, tout le succès, toutes les propriétés et toutes les entreprises, la seule chose qui compte vraiment, c'est ça. Avoir quelqu'un qui vous aime pour ce que vous êtes, pas pour ce que vous avez. Je m'appelle Michael Sullivan. J'ai 58 ans. J'ai perdu une fortune. J'ai perdu une entreprise. J'ai perdu mes enfants. Mais j'ai gagné ma liberté. J'ai gagné ma dignité. Et j'ai gagné une seconde chance de vivre la vie que j'ai toujours voulu vivre. Et ça, croyez-moi, ça n'a pas de prix. Si cette histoire a touché votre cœur, c'est parce que quelque part, d'une manière ou d'une autre, nous avons tous ressenti la trahison. Nous avons tous dû prendre des décisions difficiles. Nous avons tous dû choisir entre ce qui est confortable et ce qui est juste. J'espère que vous ne vivrez jamais ce que j'ai vécu. Mais si jamais vous vous trouvez dans une situation similaire, souvenez-vous de ceci. Votre dignité vaut plus que n'importe quel héritage. Votre tranquillité d'esprit vaut plus que n'importe quelle propriété. Et les personnes qui vous aiment vraiment ne vous demanderont jamais de renoncer à l'une ou à l'autre. Prenez soin de ceux qui prennent soin de vous. Valorisez ceux qui vous valorisent. Et ne laissez jamais personne, pas même votre propre sang, vous enlever ce qui vous revient de droit, votre dignité. Ceci est mon histoire. L'histoire d'un homme qui avait tout et l'a perdu. Et qui, en le perdant, a découvert qu'il n'en avait jamais eu besoin. De Porto, au Portugal. Avec une nouvelle vie et un cœur enfin en paix.